Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Oversea. On est ravis de vous retrouver avec Romain pour ce webinaire de rentrée. Aujourd'hui, on va faire un gros point sur le fret international et surtout un gros focus sur l'import Asie, en maritime et en aérien. Vous savez qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant l'été et on est à 2 semaines de la Golden Week 2025. Donc, c'était l'occasion pour nous de refaire le point avec vous. Pour nous éclairer aujourd'hui, bon, je pense que vous commencez à nous connaître maintenant, mais nous avons avec nous Romain qui est responsable achat aérien chez Oversea, spécialiste de l'aérien chez Oversea. Et de mon côté, je m'appelle Héloïse Roux, je suis responsable des achats maritimes chez Oversea. On va démarrer le webinaire et rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. On attend toujours un petit peu que les derniers participants nous rejoignent. Et donc, en attendant, je vais vous présenter rapidement Oversea, si jamais certains d'entre vous ne nous connaissent pas encore. Donc, Oversea, nous sommes un commissionnaire de transport digital qui exerce depuis plus de 7 ans pour optimiser la supply chain de ses clients. Aujourd'hui, Oversea accompagne plus de 700 chargeurs partout dans le monde, dans des industries extrêmement variées. Et donc, vous avez quelques exemples de clients qui nous font confiance qui s'affiche à l'écran. Voilà, écoutez, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, pour le plan du jour, on va faire très simple, on va faire aérien puis maritime. On va commencer par l'aérien où on est en ce moment en période de peak season. Anina, la peak season débute, malgré un marché qui est assez morose depuis le début de l'année. Donc, Romain vous expliquera les facteurs de ce déclin, mais surtout les perspectives d'évolution et nos conseils pour faire face à cette fin d'année. Et dans un deuxième temps, on va parler du maritime. On va donc expliquer un petit peu le déclin actuel du marché que vous connaissez si vous importez en maritime, mais surtout parler des perspectives du quatrième trimestre, perspectives fin d'année, et même perspectives 2026 en discutant un peu de contractualisation et de la manière de gérer ces achats transport pour 2026. Voilà pour le plan du jour. Et dernière information avant de se lancer, on vous invite vraiment à poser vos questions tout au long de la présentation. Ce qui fait vraiment la richesse de ces webinaires, c'est surtout la dernière partie, enfin la partie questions. C'est des webinaires qu'on aime bien, qu'on aime être vraiment interactifs. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez le faire dans l'onglet en bas à droite de votre écran, je crois. Et on gardera 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à toutes vos questions à la fin de notre présentation. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avance pour toutes ces questions. Et puis sans plus attendre, je laisse la parole à Romain sur la partie aérien. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Oui, comme tu le disais, donc un marché 2025 qui est morose et qui est en fait à contre-courant du marché 2024 où le fret aérien globalement a connu une croissance à double chiffre, donc à 11%, alors que cette année, en fait, c'est un peu à l'image de la demande mondiale et des perspectives économiques mondiales, où on attend environ moins de 1% de croissance sur le marché du fret aérien. Pourquoi? Comme vous le savez, avec notamment les sanctions tarifaires appliquées par Trump à de nombreux pays, donc notamment via le levier du de minimis, mais aussi des droits de douane, qui a totalement impacté donc la demande mondiale et donc le fret aérien. Et donc la conséquence principale a été notamment pour les compagnies cargo qui contribuent pour 30 à 40 du fret aérien mondial, de globalement réaffecter leur flotte vers d'autres routes qui étaient plus porteuses, notamment les routes intra-asiatiques ou les routes Asie-Europe, pour justement compenser ces pertes liées aux guerres commerciales. Hem et l'impact, comme vous pouvez le voir là sur ce graphe, l'impact sur le marché a été assez significatif, notamment à partir d'avril. On a vu des taux de fret qui étaient en baisse par rapport à 2025. Là, on voit que c'est de l'ordre de 4-3%, donc c'est à la maille mondiale, mais quand on prend dans une maille un peu plus précise, notamment l'axe Asie-US, on peut voir des baisses qui sont beaucoup plus forte et beaucoup plus significative. Donc voilà, c'était pour un petit peu vous donner un ordre d'idée de comment se porte le marché actuellement, donc plutôt mal par rapport à l'année dernière. Mais comme vous le savez, on entre, comme chaque septembre, dans la peak season, donc sur l'axe Asie-Europe et également Asie-US, avec notamment des taux qui ont augmenté d'ores et déjà de 30 à 40 actuellement
par rapport à la fin du mois d'août 2025. Et donc, qu'est-ce qu'on prévoit? Et bah, tout simplement une tension des capacités, notamment à l'approche du festival d'automne qui va se dérouler entre la semaine 40 et la semaine 41. Et donc, plus on va approcher de ce festival d'automne, plus on aura du mal à accéder à la capacité et moins on chargera à des taux avantageux. Donc ça, globalement, c'est pour le constat, mais ça arrive globalement chaque année. Et puis ensuite, on va avoir je dirais une deuxième pique, même si c'est, on va dire, une pique un peu continuelle, jusqu'au Black Friday et ensuite jusqu'aux fêtes de fin d'année, où là, sur notamment le mois de novembre-décembre, il y aura pas mal de difficultés à charger, malgré le fait qu'il y ait quand même une addition des capacités sur l'axe Chine-Europe, donc qui devrait nous permettre quand même d'obtenir des capacités beaucoup plus facilement que l'année dernière. Mais encore une fois, c'est sans compter sur les compagnies qui ont elles-mêmes en fait heu, signé des BSA à taux assez élevés avec les colodeurs et qui donc vont devoir s'ajuster à leur BSA et vendre des taux potentiellement qui ne sont pas en rapport ou en tout cas qui ne sont pas corrélés à la demande réelle. Et donc, on sait que potentiellement, on aura un peu plus de capacité que l'année dernière. En revanche, ce qu'on sait moins dire, c'est à quel point les taux vont être élevés à l'approche de la fin d'année, notamment du fait de ce jeu de gonflement, on va dire, artificiel de la part des compagnies, notamment en sortie de Chine. Ensuite, côté export, et bien là, c'est une autre analyse, hein. On sait que le marché est très calme, depuis notamment, le mois d'avril où beaucoup de clients ont décidé notamment de faire du report modal, heu, lié au coût très élevé, de l'export avec les tarifs douaniers. Et donc, on a des capacités qui sont, très accessibles, notamment du fait de l'agenda été qui permet en fait, d'avoir beaucoup plus de vols, passagers, et également des taux, qui sont globalement, stables, sur cette période. Alors comme vous le savez, on va passer, à ce qu'on appelle l'agenda hiver, qui va, notamment, impacter, les routings, des vols passagers. Et donc, qui dit moins de vols passagers dit, moins de cargo, moins de places disponibles pour le cargo et donc des taux et des capacités qui seront potentiellement un peu plus tendues, notamment, encore une fois, à l'approche des fêtes de fin d'année en novembre, fin novembre, décembre, où là, encore une fois, on observe, des plus de difficultés à charger, chez les compagnies et des taux, qui vont normalement graduellement augmenter, même si là, encore une fois, on n'est pas du tout dans la même optique qu'en 2024 où, le marché était vraiment, porteur. Mais là, cette année, on s'attend quand même à certes, une augmentation, des volumes avant la fin de l'année, mais beaucoup moins marquée, et peut en témoigner notamment ce début-là du mois de septembre où toutes les compagnies, notamment sur l'export, US, s'accordent à dire que, globalement, les chargements ont été moindres par rapport à l'année dernière. Et donc, nos recommandations justement pour faire face un petit peu à ces 2 à ces 2 marchés, en fait, le marché export et le marché import. Alors, pour les clients qui sont concernés notamment par l'export, US, il faut vraiment profiter de cette fenêtre-là, la fenêtre septembre jusqu'à mi-octobre, en fait, jusqu'au passage aux agendas, hiver, pour justement, profiter de la saison, encore de la saison été et donc de capacités qui sont un peu plus conséquentes et de taux qui sont potentiellement un petit peu plus avantageux, notamment pour ceux qui opèrent en spot. Ensuite, si vous avez, là je parle pour l'export, mais tout type d'export, hein, tout type de flux. Si vous avez donc, que ce soit un taux contractualisé, un BSA ou voilà, tout type de contractualisation avec votre transitaire actuel, n'hésitez pas à aller vous renseigner, sur, les nouveaux, routings, les nouvelles additions, potentiel ou justement, retrait potentiel de capacité sur les lignes que vous utilisez. Ça pourra vous donner, notamment un bon indice sur comment le marché, évoluera, et se tendra ou non, sur votre axe. À l'import, c'est un petit peu différent, hein. Comme je vous le disais, on nage en plein, dans la peak season et les taux, vont continuer et les capacités également à se resserrer, au fil des semaines. Donc, là, ce qu'on conseille, c'est tout simplement d'essayer d'anticiper au maximum, de prévenir au maximum à l'avance votre transitaire,
lorsque vous opérez, notamment en spot avec des délais de prévenance idéalement de 7 à 10 jours et éviter bien sûr de charger, à l'approche de la du festival d'automne, semaine, 40, semaine 41 où là, ce sera beaucoup plus compliqué et si vous avez des transports urgents, vraiment essayez de les faire partir avant dans la mesure du possible. Ensuite, si bien sûr, vous fonctionnez en spot, mais que vous attendez, par exemple, des gros volumes, notamment sur cette fin d'année entre novembre, et décembre, n'hésitez pas à aller, également interroger votre transitaire, sur, des offres, soit à taux bloqué lorsque c'est vraiment des shipments spot, mais en fait qui vous garantit de charger à un taux, bloqué, sur un certain seuil de date ou des contrats un peu plus long terme comme, du mensuel, du semestriel, de l'annuel, chose que, notamment on fait chez Oversea. Voilà, donc j'espère que ça a été utile pour vous et n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, dans cette fin de webinaire et je vais laisser du coup la parole, à toi, Hello pour le côté maritime. Merci beaucoup Romain, merci pour ce tour d'horizon en aérien. On va passer au maritime. Vous allez voir qu'il y a, même si, enfin, c'est quand même deux marchés très très différents et même si certaines informations se recoupent, la situation n'est pas du tout la même sur la partie maritime. Je vous propose qu'on fasse d'abord le point sur la situation actuelle. Alors assez rapidement, sur l'import Asie, on est à la fin de l'été et c'est aussi comme d'habitude la fin de la peak season en import Asie maritime. Les compagnies observent une baisse des volumes dans leurs navires à partir de ce qui a démarré à peu près début septembre, ce qui a conduit à une chute assez rapide des taux. Donc, ce que vous voyez à l'écran là, ce sont les indices, enfin l'index WCI. Donc voilà, qui s'affiche. Nous, les courbes qui nous intéressent, elles sont en jaune et en vert, donc c'est Asie, Nord-Europe et Asie Méditerranée. Et ce que vous voyez, c'est que voilà, la chute des taux, elle est rapide et elle s'opère maintenant depuis plusieurs semaines. On est proche, voire sous les taux les plus bas de 2025. Les taux FAK, on va dire, ou du moins les taux spot, sont repassés en dessous des taux long terme. Donc aujourd'hui, c'est une situation qu'on a déjà connue typiquement comme en avril et en mai de cette année, en situation de chute des taux. Certaines compagnies maritimes comparent même la situation actuelle et la période actuelle avec la même période en 2023, puisqu'on est aujourd'hui à 2 semaines de la Golden Week, donc ce que Romain appelait le festival de la mi-automne, c'est la même chose. C'est donc une semaine d'arrêt complet pour la Chine, comme un mini Nouvel An chinois. Et pourtant, à 2 semaines de cette Golden Week, on n'observe pas de pic de volume. Et donc, on pense que les taux vont rester sur la même tendance baissière jusqu'au 15 octobre minimum, sans pic pré-Golden Week. Alors, la question suivante, c'est est-ce que ça va continuer ainsi et quelles sont de manière plus générale les perspectives pour le 4e trimestre 2025 ? Alors, habituellement sur le marché, le 4e trimestre démarre bas et est en augmentation continue. Il peut être donc assez bas post-Golden Week, à peu près début octobre, mi-octobre, avant de remonter sur le mois de décembre pour 2 raisons principales. Première raison, c'est la sortie des stocks de fin d'année pour les inventaires. Et la deuxième raison, c'est le rush pré-Nouvel An chinois. Ça, c'est ce qui se passe, on va dire, habituellement et traditionnellement sur le marché. Néanmoins, vous le savez, le marché aujourd'hui n'a plus vraiment de comportement standard depuis quelques années. Et ces perspectives, elles sont quand même un peu challengées par plusieurs éléments à garder en tête. Le premier élément, c'est que, alors c'est un pur hasard du calendrier, mais le Nouvel An chinois 2026, cette année, va être donc très tard par rapport à l'année dernière. Il va démarrer le 17 février, ce qui est quasiment un mois après l'année 2025. Alors, moi, j'abuse un peu, je crois que c'était le 27 janvier en 2025. Mais en tout cas, on a un Nouvel An chinois qui, en 2026, va être plus tardif. Et donc, certains experts du marché prévoient donc un pic des volumes également plus tardif, donc cette année peut-être en janvier au lieu de décembre. Et donc, si on tire le trait, un 4e trimestre 2025 vraiment plus morose, en tout cas sur la partie demande. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément pour analyser le marché actuel, c'est que les compagnies arrivent de mieux en mieux à gérer leur capacité et leur taux. Et ça, c'est un élément super important et c'est vraiment une différence, selon moi, majeure avec 2023. Aujourd'hui, on voit que les compagnies, elles sont de plus en plus agiles, de plus en plus flexibles en ce qui concerne les blank selling. Donc, je vous ai mis quelques chiffres sur les slides, mais voilà, ce qu'on peut avoir en tête, c'est que sur le mois de septembre, par exemple, on avait une réduction de 10% de la capacité par les blank selling. Sur le mois d'octobre, pour l'instant, c'est une réduction de 14% qui est déjà annoncée. Il y a certainement d'autres blank selling qui vont être annoncés par la suite. Donc, moins 14% sur octobre, dont moins 35% sur les 2 semaines de la Golden Week, enfin la semaine 40 et la semaine 41.
Et donc on voit que les compagnies, elles ont de plus en plus tendance à gérer leurs capacités. Et donc pour nous, il est assez improbable que les compagnies subissent le marché comme en 2023, en laissant les taux descendre sous la barre symbolique des 1 000 $. Je vous rappelle que c'était à peu près le niveau de taux qu'on avait en octobre 2023. Les compagnies, pour l'instant, on sent qu'elles attendent de voir comment va être la reprise post-Golden Week. Mais si les volumes ne sont pas de retour, il est tout de même très probable qu'elles mettent en place des GRI, donc des augmentations de taux, unilatéralement et couplées à un fort programme de blank selling, et donc que les taux fassent le yo-yo dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc ça, deuxième élément, gestion de la capacité et gestion des taux par les compagnies maritimes. Et le troisième élément à avoir en tête, je vais passer rapidement dessus parce qu'on en entend parler depuis très longtemps maintenant, mais il ne faut vraiment pas oublier la situation au Moyen-Orient et le routing via le Cap de Bonne-Espérance, qui est toujours d'actualité et j'ai envie de dire plus que jamais d'actualité. Vous le savez, mais le routing via le Cap de Bonne-Espérance engendre des coûts supplémentaires pour les compagnies maritimes. Donc, elles ont un seuil de rentabilité qu'on estime un peu plus élevé qu'en 2023. Et donc, il nous semble toujours assez improbable que les compagnies, encore une fois, laissent les taux descendre aussi bas qu'en 2023, sachant qu'elles ont des coûts qui sont plus importants. Si je dois donc résumer les perspectives du 4e trimestre, elles sont encore une fois très floues et on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Mais si on doit se positionner, si on doit vraiment prendre position, on peut dire qu'on s'attend à vraiment des taux en yo-yo. D'un côté, tirés vers le bas par un marché qui semble structurellement morose au niveau de la demande et d'une surcapacité globale qu'il y a sur le marché. Et d'un côté, ramené vers le haut très régulièrement, de manière presque artificielle, par les compagnies maritimes qui souhaitent préserver leur rentabilité. Et donc, par l'application de GRI régulières, par l'application de blank selling, et ce jusqu'au pic du Nouvel An chinois qui pourrait être un petit peu plus tardif cette année. Voilà pour les perspectives du 4e trimestre et on termine comme d'habitude par une partie recommandations. Alors recommandations tout d'abord opérationnelles très court terme et ensuite recommandations un peu plus long terme. Surtout que là, le 4e trimestre, vous le savez, c'est aussi le trimestre de contractualisation 2026. Donc on a des choses à dire. Mais tout d'abord sur la partie opérationnelle et à court terme, c'est assez rare qu'on dise ça, mais le mot d'ordre, c'est un peu open bar, quoi. Pour l'instant, on ne vous demande pas et on ne vous conseille pas d'anticiper nécessairement à 3 ou 4 semaines vos imports. Aujourd'hui, il y a de la place dans les navires. Donc, on vous conseille toujours un préavis de 10 jours pour être assez tranquille au niveau des opérations à l'origine. Mais en fait, si vous avez un besoin d'un départ la semaine prochaine, aujourd'hui, très concrètement, on peut le trouver et à très bon prix, quoi. Donc, en ce moment, pas ou peu besoin d'anticiper vos départs. On vous conseille tout de même d'anticiper un petit peu les disruptions de qualité de service qui pourrait y avoir liées notamment à la Golden Week. Je vous l'ai dit, mais il y aura beaucoup de blank selling là dans les semaines qui arrivent, moins 35% de capacité sur les 2 premières semaines d'octobre. Et donc ça peut engendrer des problèmes de qualité de service, notamment en cas de rollover. Si vous faites rollover, ça ne sera peut-être pas déplacé sur la semaine d'après, mais sur 2 semaines plus tard. Et donc ça pourrait engendrer des retards. Il y a toujours une certaine congestion dans les ports européens également. Donc il y a quand même des disruptions de qualité de service à anticiper dans les semaines qui viennent. Et dernier point sur la partie, on va dire, opérationnelle et très court terme, pareil, je vous en parlais dans la partie précédente, mais on pense quand même très probable, même si aujourd'hui, j'ai aucune info officielle à ce sujet, mais pour moi, il est très probable que les compagnies essayent de mettre en place des GRI bientôt. Et quand je dis bientôt, ça veut dire probablement à partir du 15 octobre. Encore une fois, pas d'information officielle, mais je pense que ça, voilà, ça peut être très probable. Même si c'est une tentative de GRI qui ne tient pas finalement parce que les volumes ne sont pas là, ou etc., il y a quand même un risque d'augmentation des taux à partir du 15 octobre. Donc, si vous le pouvez, faites partir vos marchandises avant le 15 octobre, avant le 14 octobre. Et c'est comme ça que vous vous assurerez de partir au meilleur prix spot, voilà, à très court terme, quoi. Donc, voilà pour la partie opérationnelle, court terme. Et pour la partie plus long terme, vous le savez, Q4, c'est la période de renégociation des contrats annuels et des tenders. Enfin, en tout cas, une des grosses périodes de renégociation. Et dans un contexte de taux bas qu'on connaît actuellement, il est vraiment naturel de se demander est-ce que la contractualisation long terme reste la bonne solution sur le marché. Et pour Oversea, la réponse nous qu'on souhaite apporter, en tout cas le conseil qu'on souhaite apporter à cet égard, c'est toujours le même. Il nous semble que la contractualisation long terme, même pour une partie de ces volumes, reste la meilleure manière de se prémunir des aléas du marché. Et pour nous, il y a 4 points qu'il faut vraiment retenir et avoir en tête quand on se pose la question que faire de mes imports en 2026. Le premier point, c'est que le marché, il nous semble tout de même structurellement instable. Alors certes, 2025 a été en dessous de 2024. Très concrètement, en 2025, on n'a pas vu de taux au-delà des 8 000 $. Néanmoins, le contexte actuel, notamment la crise au Moyen-Orient,
Les résurgences de tensions entre la Chine et Taïwan, hein, pas plus tard que ce week-end, la politique extérieure de Donald Trump sont pour nous autant d'éléments qui pourraient avoir des conséquences importantes sur les taux en 2026 et dans les années qui suivent d'ailleurs. Donc on est pour nous dans un paradigme de marché structurellement instable. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les taux spot sont actuellement bas et on l'a vu, rien n'indique pour le moment qu'ils vont drastiquement remonter d'ici un mois. Et donc, les contrats 2026 ont tout de même de grandes chances d'être signés à des taux plus intéressants qu'en 2025. Selon nous, vous avez donc aujourd'hui une opportunité de sécuriser des volumes pour 2026 à des taux certes plus hauts que le spot actuel, mais tout de même très intéressants pour votre budget. Et enfin, on vous rappelle qu'un contrat ne porte pas nécessairement sur l'ensemble de vos volumes. Et d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement ce qu'on vous conseille non plus. Et nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est tout de même de garder entre 50% et on va dire 20% des volumes hors contrat. Et donc de pouvoir bénéficier d'un opportunisme spot quand il est disponible. Et d'ailleurs, en ce moment, 2025 et surtout la période actuelle a été plus à l'avantage des chargeurs au niveau du taux spot. Et donc, ça, le fait de contractualiser seulement une partie de vos volumes vous permet tout de même de garder un pourcentage plus ou moins important en taux spot et donc de bénéficier des opportunités spot quand elles sont intéressantes. Enfin, et c'est le mot de la fin, je vous rassure, je vous rappelle aussi qu'un contrat n'apporte pas seulement un taux. Un contrat permet de sécuriser de la qualité de service. Ça peut être sur des choses assez matérielles comme du free time supplémentaire. On sait que ça, avec les grèves qu'on a eues en début d'année au port du Havre, mais également à Anvers et puis un peu dans une moindre mesure à Hambourg et à Rotterdam, les free time ont été particulièrement importants et particulièrement valorisés par les clients, enfin par les chargeurs. Pareil pour ce qui est de la congestion des ports européens, je vous en parlais un petit peu, mais qui reste quand même assez importante. Et en fait, la capacité supplémentaire qui est ajoutée par les armateurs, elle a du mal à être absorbée par les ports qui, eux, investissent aussi dans des nouveaux terminaux, mais tout ça ne se fait pas de manière fluide. Et donc, la congestion des ports, ça va quand même rester une réalité pour les années qui viennent, à notre avis. Et donc, le fait d'avoir des free time supplémentaires, ça vous permet vraiment de payer moins en démurrage et en détention. Et un contrat, ça permet aussi de vous faire connaître auprès des armateurs, connaître auprès de la compagnie maritime, de ne pas avoir vos volumes noyés au milieu de taux spot. Et donc, quand le marché se tend, d'avoir un certain volume qui est identifié par les compagnies et qui vous permettent de bénéficier d'une protection de chargement supplémentaire. Voilà pour ces perspectives, on va dire Q4 et 2026 et ça conclut également la partie maritime et ce webinaire. On va bientôt passer à la partie questions. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions, donc je vous remercie encore une fois beaucoup de votre attention et beaucoup de poser toutes ces questions qui sont toujours très, très intéressantes. Et juste avant de passer à la partie questions, je vous rappelle que ces webinaires, on essaye vraiment d'en faire un rendez-vous mensuel avec vous. Et surtout là, avec la fin de l'année, on va vraiment tenir ce rythme de un webinaire par mois. Donc, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux. Et je vous informe aussi que toutes les semaines, on envoie une newsletter qui vous permet donc de tenir jusqu'au webinaire suivant, qui s'appelle Le Chargeur. Je pense que quelqu'un peut vous mettre un lien d'inscription et voilà, je vous invite vraiment à vous abonner au Chargeur. Ça vous permet d'avoir l'actualité aérienne et maritime toutes les semaines dans votre boîte mail en moins d'une minute. Voilà, et bah écoutez, je pense qu'on peut passer aux questions. Je vais les trier. Je vais les trier par vote. Oh, alors, la première question est une question de Gaëlle sur le ferroviaire. Donc, je vais la lire. Attendez, je peux voilà, répondre en direct. Alors, question de Gaëlle. Je suis consciente que le webinaire ne parle pas du rail, mais connaissez-vous l'impact de la fermeture de la frontière polonaise sur les trajets en rail? Alors, je suis désolée, Gaëlle, je ne vais pas avoir d'informations extrêmement pertinentes et à jour à vous donner. Donc, ce que je peux vous faire, c'est un bilan, on va dire, un peu global sur le transport ferroviaire. Mais voilà, je ne sais pas si je pourrais être tout à fait précise sur votre question. En tout cas, le ferroviaire pendant longtemps, a été fermé, en tout cas la route ferroviaire principale, en tout cas qui passait par la Russie, par la Biélorussie et qui rentrait en Europe par la Pologne. Il y a à peu près 1 an, cette route-là a réouvert et donc offrait une alternative à ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie qui passait par le sud, enfin en gros qui ne passait plus par la Russie. Donc cette route ferroviaire a été réouverte via la Russie il y a à peu près 1 an de ça. Pour le coup, c'est un mode de transport qui était assez peu privilégié des importateurs européens parce que les taux n'ont pas du tout autant descendu que les taux de fret en maritime. C'est-à-dire que les taux ferroviaires pouvaient toujours être aux alentours des 10 000 $ quand les taux maritimes avaient beaucoup baissé. Plus le ferroviaire était quand même pas... Enfin,
avec ce qui s'est passé en Russie et en Ukraine et malgré la réouverture de la frontière et de la voie ferroviaire, la qualité de service était quand même relativement dégradée par rapport à ce qu'on a connu avant. Et donc, c'est vrai que la solution ferroviaire, elle nous semblait un peu moins plébiscitée sur le marché. Aujourd'hui, avec le conflit qui est toujours assez présent dans la zone Russie-Ukraine, je pense qu'il y a des aléas de qualité de service et de temps de trajet simplement en ferroviaire. Et donc nous, c'est vrai qu'on pousse quand même souvent sur des solutions maritimes qui sont beaucoup plus intéressantes au niveau du tarif et pas beaucoup moins intéressantes au niveau du transit time. Voilà pour cette réponse sur le ferroviaire. Alors, je prends une deuxième question de Christopher. Simple curiosité, à quel moment avons-nous déjà observé des taux aussi bas par le passé et quelles en étaient les causes? Et en fait, Christopher, pré-Covid et pendant assez longtemps, les taux ont été structurellement beaucoup plus bas que ce qu'on connaît même actuellement, quoi. Dans le passé, il y a, j'ai envie de dire 5 ans, mais en fait, non, 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 il y a un peu plus que ça maintenant pré-Covid et grosso modo après la crise de 2009 qui a été assez compliquée, c'était pas rare d'avoir des taux import Asie hors peak season aux alentours des 500 $, des 800 $ et un peu plus haut au niveau de la peak season. Et c'était des taux qui étaient relativement stables. Enfin, quand je dis que c'était pas rare, c'est que voilà, ça pouvait arriver sur le marché. Aujourd'hui, depuis le Covid et surtout avec la crise en mer Rouge, c'est quand même une éventualité qui nous semble peu probable à l'heure actuelle. Mais voilà. Alors, une question de Yann, est-ce qu'on pourrait récupérer la présentation? Bien sûr, elle vous sera envoyée automatiquement juste après ce webinaire. Je vais prendre une question. Ah oui, une question de Fanny. Vous estimez les GRI du 15 octobre à hauteur de combien par TU? Alors ça, c'est vraiment très, très compliqué pour moi de répondre. J'ai vraiment pas de boule de cristal, sachant qu'en plus, le fait qu'il y ait une GRI au 15 octobre, c'est déjà spéculatif de ma part, hein. Encore une fois, j'ai pas d'informations officielles des compagnies maritimes à ce sujet. Je pense que c'est très probable. Voilà. À hauteur de combien par TU? Il y a 2 options. Soit les compagnies maritimes, elles essayent de marquer un grand coup, comme on l'a vu en début de cette année, donc je crois que c'était aux alentours de mars-avril, où elles annonçaient des GRI de 500 $ par TU, qui de fait n'avaient aucune chance de tenir et qui ont mis beaucoup de pagaille sur le marché, puisque on pariait, je veux dire, sans ces GRI. Donc voilà, et finalement, elles finissaient par disparaître parfois avant même la période de début d'application. Donc soit les compagnies essayent vraiment d'augmenter le marché de manière très artificielle avec une grosse GRI. Deuxième option, elles essayent de remonter petit à petit les taux en comptant sur les blank selling et sur la reprise post-Golden Week pour faire tenir ces GRI au prix où elles l'annoncent. Et à ce moment-là, ça pourrait être des augmentations un peu plus modestes, à hauteur de 150 $ par TEU, voilà, dans les ordres de grandeur. Mais vraiment, je veux vraiment dire que c'est pas du tout des informations officielles, c'est encore une fois très spéculatif, donc ne comptez pas là-dessus comme si c'était une vérité générale sur le marché. Voilà. Alors, je suis désolée Romain, il n'y a que des questions Alors, maritimes, donc j'envoie une petite aérienne auquel je répondrai tout à l'heure, mais ah bah super, je voilà, prends celle-là et je te la laisse juste après alors. parfait. Une question sur la mise en œuvre des nouvelles alliances dans le fret, Gemini, Ocean Alliance et Première Alliance avec MSC, hein, qu'on oublie souvent dans ce jeu des alliances, mais MSC est toute seule, mais ça reste la première compagnie maritime qui est presque à elle toute seule aussi grosse qu'une alliance globale. Donc pas d'update sur ces alliances depuis leur mise en place en début de cette année, donc on reste avec les mêmes alliances. Ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est que la qualité de service de Gemini sur les ports secondaires, hein, donc sur les ports principaux, en gros Rotterdam, au nord par exemple sur l'import Asie, ça marche très bien. Pour les importateurs français, il y a quand même des problèmes au port du transbordement, donc souvent sur Rotterdam, avec la congestion des ports européens. Donc pour l'instant, c'est une qualité de service qui tient pas tout à fait à ses promesses, même si c'est en train de se mettre en place et disons que la congestion des ports européens n'aide pas, mais une fois que ce sera résorbé, on pourrait s'attendre à une qualité de service un petit peu meilleure. Ocean Alliance, donc n'a pas changé. Première Alliance, pareil. Et donc Première Alliance, surtout sur la partie import Asie, vous le savez, charge également sur des navires MSC en Vessel Sharing Agreement, donc en ce qu'on appelle un VSA, ce qui n'est pas une alliance, mais c'est un accord bilatéral, ce qui porte sur une ligne en particulier. Voilà, donc pas spécialement d'update là-dessus. Sachant que vous pouvez accéder aux services MSC qui sont sur le marché France des services assez premium, hein, avec des transit time très courts, via également Première Alliance, H&M, Oneline et Yang Ming.
Voilà. Romain, je te laisse prendre la question en aérien que j'ai pas Ouais, encore allez, vue. je vais la prendre. Donc c'était une question, de Valérie qui demandait: «Est-ce qu'on peut, contractualiser avec des batteries?» Enfin avec une commodité, contenant des batteries. En fait, tout dépend. Déjà, tout enfin, le sujet, c'est que tout peut globalement se contractualiser en aérien, si tant est qu'on a des volumes quand même, assez réguliers. Donc après, ça va forcément dépendre, des trades, spécifiques et des spécificités, pardon, de votre, commodité. Mais, pour ce qui concerne les batteries, en fait, tout va dépendre de si la batterie est contenue dans l'équipement, donc ce qu'on appelle un UN, 3481, ou, si elle est hors équipement. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas précis-là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que les compagnies, seront assez réticentes à prendre, ce genre de commodité. Dans le premier cas, en revanche, ça posera pas trop de soucis, pour contractualiser, si tant est, bien sûr, qu'il y ait des volumes, assez conséquents derrière. Voilà, alors je vois qu'il est midi et donc on est à la fin du webinaire. Cela dit, je vois qu'on a aussi encore beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu. Donc je vous propose, nous en tout cas, on va déborder de 5-10 minutes histoire de pouvoir, prendre la plupart des questions en tout cas. Hem Alors, je vois qu'il y a eu 2 questions sur le free time, donc en maritime. Ça, je vais les prendre. Quel est le nombre de jours max de free time que nous pourrions obtenir? Et il y avait une autre question que je vais lire à la fin. Voilà. Lorsque vous parlez de free time sur les contrats, notamment sur Le Havre, cela permet d'éviter l'impact de grève ou autre, ou du moins de minimiser le temps de chargement. Alors, sur les free time, le nombre maximum de free time qu'on peut obtenir sur le marché de manière générale, et encore une fois, c'est difficile pour moi de répondre sans avoir la volumétrie, sans avoir les spécificités de chaque importateur. Mais en tout cas, on a des contrats sur le marché qui peuvent aller jusqu'à 21 jours de free time. Ça peut être assez régulièrement aussi jusqu'à 14 jours de free time. Et on peut obtenir relativement facilement, on va dire, enfin relativement facilement, voilà, autant que faire se peut, 10 jours de free time, sachant que le standard est généralement aux alentours de 5 à 7 jours de free time. Quand on parle de free time, il faut faire très attention à la distinction entre démurrage et détention. Et quand on parle de grève et autres, généralement, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à aller chercher les conteneurs sur le terminal puisqu'il y a des problèmes de prise de rendez-vous. Et donc, c'est surtout le démurrage qu'il faut regarder. Et ça, en tant qu'importateur, je vous incite vraiment à challenger votre transitaire quand il vous dit 14 jours de free time. Est-ce que c'est pas 3 jours de démurrage et 11 jours de détention? Donc voilà, voilà, ça, c'est des petites choses qu'il faut voir au cas par cas avec votre transitaire. Mais ça, c'est quelque chose d'assez important. Ensuite, est-ce que le free time permet de minimiser le temps de chargement? Alors peut-être qu'Andrea, vous me parlez d'export, si on parle de temps de chargement. Moi, je vous parlais plutôt à l'import, là. Les free time, on n'aura pas 21 jours à l'export, mais voilà. Est-ce que ça permet de minimiser le temps de chargement ou de pick-up du conteneur? Non. Le free time, ça ne permet pas ça. Ça permet simplement de ne pas payer si vous restez sur le terminal parce qu'on n'arrive pas à aller récupérer le conteneur ou parce qu'on n'arrive pas à aller rentrer le conteneur. Donc ça ne va pas permettre de minimiser les temps de chargement-déchargement. Ça, malheureusement, c'est toute une histoire, mais c'est assez compliqué de minimiser ou de garantir quelque chose en période de grève. En revanche, ça vous permet de ne pas avoir de coûts supplémentaires et ça, c'est quand même très important. Voilà pour le free time. Ensuite, il y a 2 questions que j'ai vues sur les taux, Europe, US. Je pense que c'est en maritime puisque Romain a déjà fait une présentation Europe-US, enfin on a déjà parlé dans sa partie en aérien. Je voulais pas parler des taux Europe-US parce que le webinaire, vous le savez, est déjà très, très dense et en ce moment, c'est la grosse période sur l'import Asie, donc voilà. Mais très rapidement, en ce moment, les taux Europe-US, ils ont plutôt une tendance stable, voire baissière. La raison principale, c'est, 2 raisons principales en fait. Première raison, c'est la surcapacité structurelle qui existe, sur tous les trades et en gros sur le trade transatlantique où il y a eu de l'injection de capacité. Et la deuxième raison, c'est quand même les discussions autour des droits de douane de M. Trump et notamment les décisions qui ont été prises sur les wine and spirits qui ont de forts droits de douane. Et donc aujourd'hui, les exports de wine and spirits vers les États-Unis ont fortement baissé. Il faut savoir que le wine and spirit, c'est quand même une commodité qui est majoritaire, c'est gros de le dire, mais qui est très importante en tout cas au départ de l'Europe vers les États-Unis. Et donc forcément, ça baisse de volume au global, donc ça a un impact sur les volumes globaux. Et donc ça a aussi un impact sur les taux. Il faut savoir que les taux Europe-US, ils sont déjà très très bas depuis le début de l'année. Ils sont à la limite des seuils de rentabilité. Donc on ne s'attend pas à des baisses drastiques sur ces taux-là. Mais en tout cas, tendance plutôt baissière, tendance plutôt stable, voire baissière sur Asie-US. Voilà, j'ai peut-être le temps de prendre une dernière question.
Alors oui, une question sur la réorganisation des alliances. Le Havre n'est plus l'escale directe. Les services directs au départ du Havre vers l'Amérique du Sud ont été supprimés aussi. Pensez-vous qu'un service direct sera remis en place? Heu, Écoutez, c'est assez difficile à dire. Alors, Le Havre n'est plus l'escale directe. Est-ce que ce serait vers l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord? J'imagine. Le Havre n'est plus escale directe, en tout cas sur certaines compagnies maritimes, sur l'Amérique du Nord. Typiquement sur, Gemini, c'est plus l'escale directe et Fos n'est plus non plus servi en direct par personne à part par MSC. Donc effectivement, on assiste à une diminution de la quantité de services directs. Je connais un peu moins l'Amérique latine, mais je suppose que c'est la même chose. Est-ce que des services directs vont être mis en place? Il faut bien se dire que, et ça fait suite aussi à ce que je disais juste avant, en ce moment, on fait face quand même à une surcapacité et à une baisse des volumes sur ces trades-là. Il y a de l'incertitude par rapport, en tout cas sur l'Amérique du Nord, hein, par rapport à ce qui va se passer au niveau des tarifs douaniers. Et donc, je pense, mais encore une fois, je n'ai pas d'informations officielles, qu'aujourd'hui, les compagnies maritimes, elles ont plus tendance à réduire la capacité disponible. Et réduire la capacité, ça peut être mettre des bateaux plus petits, enlever des rotations navires ou faire des services ou enfin, continuer les services indirects, ce qui rallonge les temps de transit et ce qui crée voilà, par voie de conséquence moins de capacité sur le marché. Donc, j'aurais tendance à dire dans un marché qui n'est pas très dynamique comme l'Amérique du Nord, je ne pense pas qu'il soit envisagé de remettre des services directs. En tout cas, je peux me tromper. L'Amérique latine, que je connais encore un peu moins, mais voilà, est quand même un marché qui a un peu plus le vent en poupe en ce moment. C'est ce qu'on appelle quand même les nouveaux marchés, les marchés émergents. Et je pense que l'Europe va essayer aussi de diversifier ses partenaires commerciaux. Et l'Amérique latine, je pense, est quand même un partenaire commercial, on va dire, intéressant, potentiel pour l'Europe. Et donc, si les volumes viennent à augmenter vers l'Amérique latine, c'est sûr qu'il y aura, que les compagnies maritimes vont s'adapter. Et je pense qu'elles seront ravies de remettre en place des services directs si, encore une fois, les volumes le nécessitent et le permettent. Ce qui, manifestement, n'est pas le cas aujourd'hui puisque les compagnies ont plutôt enlevé des services directs. Voilà, écoutez, on a bien dépassé l'horaire initial, donc je vous remercie encore une fois beaucoup à tous pour toutes vos questions très, très intéressantes, pour votre participation à ce webinaire et je vous dis probablement au mois prochain pour un nouveau webinaire. Voilà, au revoir à tous. À bientôt.